Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Prince Okami, mais vous pouvez m'appeler le Prince Okami. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de théorie One Piece et en particulier du parallélisme. Alors si c'est la première fois que vous entendez ce mot-là, c'est normal, parce que il n'est pas très utilisé, et même parmi les théories One Piece, il n'est pas très connu. En réalité, donc c'est pas une théorie qui vient de moi, c'est une théorie, pour être exact, moi que personnellement j'ai découvert sur la chaîne du Mont Corvo, Randons au Mont Corvo, ce qui appartient au Mont Corvo, et si je vous en parle, c'est dans un souci de cohérence, puisque je vais vous envoyer du lourd là dans les prochaines vidéos, plein de nouvelles théories, mais elles sont en partie basées sur celle-ci, donc j'étais obligé de vous en parler. Le parallélisme, c'est une théorie qui veut que tout ce qui s'est passé de l'entrée dans Grand Line jusqu'à l'ellipse est en train de se repasser. Alors c'est une théorie qui paraît un peu ouf, c'est une théorie auquel vous ne croyez pas peut-être maintenant, et c'est une théorie qui n'est pas très connue malgré le fait que les arguments sont là, les preuves sont là, et on ne peut pas vraiment en douter. On va analyser arc par arc ce qui s'est passé, et vous verrez dans pas très longtemps, vous serez convaincus qu'il y a un parallélisme dans One Piece. Alors pour commencer, évidemment, l'arc d'entrée. L'arc d'entrée dans Grand Line, c'est celui d'Arlong Park. Donc Arlong Park, c'est l'arc qui précède vraiment le moment où ils vont arriver dans Grand Line et on le prend en compte ici. Arlong Park, je vous rappelle vite fait le synopsis, même si je pense que vous vous en souvenez. Le grand méchant Arlong, qui est donc un homme poisson et un ancien pirate, est ici, il terrorise les humains et il les considère comme une race inférieure et comme des esclaves. Le premier arc post-ellipse, c'est l'arc de l'île des hommes poissons. Vous voyez tout de suite où je veux en venir, ce sont deux arcs qui se ressemblent vraiment puisque à chaque fois ils précèdent l'entrée dans une nouvelle mer, Grand Line dans le premier cas, Red Line dans le deuxième, et ça se passe avec des hommes poissons. L'esclavage c'est le thème principal de l'arc à chaque fois. Dans le premier cas, donc c'est l'esclavage des humains par les hommes poissons. Dans le deuxième cas, c'est exactement l'inverse et on retrouve énormément de références à Arlong et à son ancien équipage. J'ai un ami qui par contre pour l'instant voudrait intervenir puisqu'il trouve que ça suffit pas du tout comme argument. Et il a parfaitement raison, pour l'instant ce n'est pas du tout une preuve. Mais vous allez voir, les gros arguments ça commence maintenant. Donc le premier arc où ils sont dans Grand Line, qui se passe dans Grand Line, c'est l'arc d'Alabasta. Et Alabasta, pour être exact, on peut le séparer en deux parties. C'est le pré-Alabasta et Alabasta. Alors pourquoi parler d'un pré-Alabasta ? Eh bien c'est parce qu'il y a beaucoup de mini-arcs qui se passent avant Alabasta, où ils ont déjà retrouvé Vivi, ils sont avec Vivi, mais l'objectif, même dans toutes leurs aventures, c'est d'atteindre Alabasta. De plus, leurs principaux ennemis, ce sont des subordonnés de Mr. Zero, de Crocodile, et donc c'est les subordonnés du boss final de Alabasta. C'est pour ça qu'on peut appeler ça finalement les arcs pré-Alabasta. Et alors pourquoi cet aspect-là c'est important ? Eh bien, vous allez voir, c'est que les deux premiers arcs de Red Line, c'est donc Dressrosa et Punk Hazard, et on peut considérer Punk Hazard comme un pré-Dressrosa, ce qui nous arrange vraiment pour le parallélisme. Pourquoi on peut considérer ça comme un pré-Dressrosa ? Eh bien parce que Punk Hazard, on affronte les sous-fifres de Doflamingo, donc qui est le boss final de Dressrosa. C'est pour ça que ce sont des arcs intermédiaires et qui se ressemblent entre le pré-Alabasta et Punk Hazard. Maintenant, Alabasta et Dressrosa, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est juste exactement le même arc, c'est vraiment la même situation, c'est la même histoire, le même type. Donc déjà c'est à peu près le même méchant. Dans le premier cas c'est un espèce de boss de société secrète qui fait partie des 7 Shichibukai Crocodile. Et dans le deuxième cas c'est exactement la même chose. Boss de société secrète, Shichibukai et c'est Doflamingo. Ils sont sur l'île et pour diverses raisons, Crocodile c'était pour le poneglyph par exemple, ils veulent prendre le pouvoir sur l'île en expulsant le roi et en faisant croire à tout le peuple que le roi est méchant. Et donc à terme, ils vont arriver à prendre le pouvoir. Évidemment, Luffy se pointe, il défonce tout et il tape sur les méchants. On retrouve aussi le même délire avec la fille du roi qui essaye de sauver son père, Vivi et Rebecca. Et on retrouve enfin la même idée de gouvernement mondial qui peut pas vraiment remercier les pirates, mais qui est très embêté qu'un de ses représentants officiels ait fait ce genre de choses. Bon, pas besoin de développer plus, c'est assez impressionnant la ressemblance entre ces deux arcs.
On va passer maintenant à Skypiea et Zou. Skypiea, c'est l'île céleste, et Zou, c'est l'île avec le gros éléphant. C'est moins flagrant, la ressemblance entre les deux. Je vais pas vous mentir, c'est clairement moins flagrant. Et je dirais que une des raisons principales pour ça, c'est que c'est pas un arc où il se passe beaucoup de choses, où ce qui se passe n'a pas beaucoup d'influence sur le monde extérieur, pour être plus exact. Par exemple, quand ils font tomber un des 7 Sishi, ou quand ils se battent avec un amiral, tous les journaux du monde en parlent, tout le monde est au courant. Mais là, personne n'est au courant qu'ils ont mis les pieds sur une île céleste ou sur Zou. Il y a quand même quelques ressemblances, il y a des ressemblances dans le type d'île, c'est-à-dire que à chaque fois c'est une île légendaire sur lesquelles les Nakama essayent d'aller, les Mugiwara essayent d'aller, et ils arrivent finalement à y aller. Il y en a très très peu qui y ont réussi. On peut voir aussi qu'ils ont retrouvé à chaque fois un des poneglyphes, et que c'est des arcs ultra riches en renseignements sur le monde de One Piece. On découvre les Road Poneglyphs par exemple dans le dernier, mais on en apprenait énormément sur Skypiea aussi. On va retourner sur du très 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 lourd avec l'arc d'Enies Lobby et l'arc donc après Zou, c'est-à-dire l'arc de Whole Cake Island, c'est-à-dire Big Mom. Pourquoi c'est du très très lourd ? Eh bien, je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans Enies Lobby, même si très honnêtement ça m'étonnerait que vous ayez oublié, tant cet arc est absolument génial. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de tout One Piece. Mais en gros, ils sont tranquillement posés à Water 7, ils construisent des bateaux. Et là, y a un truc de ouf qui se passe. Robin, leur fidèle Nakama, d'un seul coup pète un câble, leur dit qu'elle les utilisait, elle profitait d'eux que par intérêt, et elle se barre. En réalité, on s'aperçoit qu'elle essaye de les protéger d'ennemis puissants qui viennent de son passé. Donc, l'ancienne île d'Ohara, son passé la rattrape. Et évidemment, Luffy ne l'entend pas de cette oreille. Il arrive sur l'île et il veut tout casser. Et finalement, il arrive à sauver Robin. On retrouve exactement la même chose avec Sanji, vous l'avez compris. Sanji, d'un seul coup, il pète un câble, il dit à tout son équipage salut, et c'est pour les protéger. Pareil, c'est son passé qu'il rattrape. Lui, cette fois, c'est sa jeunesse, comme Robin, c'est sa jeunesse avec son père et son frère. On retrouve la même idée aussi de combat qu'il y a eu entre Sanji et Luffy. Alors Robin ne s'était pas battu avec Luffy, mais dans le même temps on avait eu Usopp qui s'était battu avec Luffy, et on retrouvait quand même quelque chose de très très similaire entre les cases, etc. Là on voyait la détresse de Usopp, là c'était la détresse de Luffy qui se faisait, alors pas battre, mais qui se faisait taper par Sanji. On retrouve des choses comme ça très similaires. On peut pas aller vraiment plus loin puisqu'on arrive à la limite des scans actuels, on est en plein dans l'arc de Whole Cake Island, mais je pense que c'est assez impressionnant pour que vous ne doutiez pas que cette théorie est vraie. C'est impossible qu'il y ait tant de ressemblances entre les arcs, que ça se déroule dans le même sens, sans qu'il y ait une volonté de Oda de le faire. Vous retrouverez pas mal de gens sur internet qui l'ont remarqué, de toute façon. C'est pas une idée saugrenue qui m'est venue, comme je vous ai dit, moi, la vidéo au départ, l'idée ne vient pas de moi, même si j'ai rajouté beaucoup d'éléments en analysant moi-même le manga. Il y a aussi plein de petits clins d'œil, de petits trucs que Oda a rajouté, comme je sais pas, par exemple quand ils arrivent de Grand Line, ils tombent sur une baleine, et la première chose qu'ils voient en arrivant dans Red Line, c'est un espèce de champ de baleines. Non, ça pousse pas dans les champs les baleines, mais bref, il y a plein de baleines dans la mer, donc voilà, il y a plein de petits clins d'œil qui ne sont pas des preuves, mais qui sont des clins d'œil. Il faut quand même préciser quelque chose, même si c'est ultra intéressant de savoir ça, c'est dur de prédire l'avenir avec. Et pour cause, en fait, à chaque fois, il y a un élément qui est pareil. Par exemple, dans Alabasta et Dressrosa, c'est les deux arcs qui se ressemblent le plus, on les confond pratiquement. Mais pourtant, il était impossible de prévoir ce qui allait se passer dans le Colisée, avec le parallélisme. Dans l'arc de Big Mom et la comparaison avec Enies Lobby, c'est un élément particulier de cet arc qui a été reproduit, ce n'est pas tout l'arc. Donc il faut quand même se rappeler de ça, c'est des choses qu'on voit après, on en est sûr qu'après, mais faire des théories avec ça, c'est plus dur qu'il n'y paraît. On va terminer avec un petit point sur que faire de tout ça, pourquoi c'est là. Oda, c'est pas la première fois qu'il nous met ce genre de choses dans le manga. Si vous suivez un petit peu les théories One Piece, vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que les mensonges d'Usopp se réalisent à coup sûr. Bon, ça c'est pareil, c'est une théorie, c'est tellement longtemps qu'elle est là, et
et on a eu le temps de la confirmer 10 fois. Voilà, les mensonges d'Usopp deviennent réalité à un moment donné, et c'est une volonté d'Oda. C'est Oda qui veut nous aider à trouver un petit peu le futur de One Piece, qui veut faire parler ceux qui aiment les théories en fait. On retrouve aussi ça dans des images qui annonçaient le futur, etc., etc. Si Oda il joue avec nous comme ça, c'est quand même intéressant de se rappeler que il fait ce qu'il veut avec les indices qu'il nous donne, qu'il peut intentionnellement nous tromper, et qui peut aussi tout à la fin décider de changer complètement de version, de ne plus respecter le parallélisme pour faire capoter finalement toutes les théories qui ont été faites. C'est très important de s'en rappeler pour les prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est du lourd qui va arriver. Suivez bien parce que il y a vraiment des théories pour le coup inédites que vous ne trouverez normalement que là, qui vont arriver et avec lesquelles on pourra prédire un petit peu ce qui va se passer dans le futur de tout One Piece. De manière plus générale, sur cette chaîne, vous allez retrouver dans un premier temps des théories qui vont être présentées par moi-même, qui sont homemade. Et de manière plus générale, on est 2 personnes sur cette chaîne, mon refrais sûr et moi-même. Et on élargira un petit peu nos thèmes en fonction de ce qui se passe sur cette chaîne. Dans tous les cas, on se dit à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et salut!